sais pas si le maire du Chêne est déjà là. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus, mes chers amis, je vous avoue que je suis assez contente. Pour une fois, ça fait 6 mois que je travaille avec Éric Zemmour et pour une fois, je prends la parole avant lui. C'est assez rare. Mais je dois quand même avouer que malgré son succès de librairie, il a été dit beaucoup de choses sur Éric. Et une notamment, c'était qu'il n'aimait pas les femmes. Alors je me suis dit, finalement, si je prends la parole avant lui, ça pourra peut-être démontrer qu'il est prêt à laisser les femmes s'exprimer. Je suis assez contente. Donc pour cette soirée, nous tenions à remercier spécialement, évidemment, le maire du Chêne, Philippe Briot, toute son équipe qui a organisé cette soirée, qui a communiqué, et aussi l'association Le Cercle Courtois de la Vallée de Chevreuse, qui organise des conférences de ce type et qui regroupe des gens attachés, pour faire vite, je dirais, à la France éternelle. Alors, nous fait également l'honneur d'être présent à cette soirée Jean-Marie Leméné, magistrat à la Cour des comptes, qui va animer le débat. Donc, les choses vont s'organiser de la manière suivante. On va faire à peu près 1 heure de débat. Éric Zemmour va vous exposer le contenu de son livre et répondre aux questions de Jean-Marie Leméné. Ensuite, il y aura quelques questions de la salle et puis une partie de dédicace pour ceux qui le souhaitent. Voilà, très bonne soirée. Bonsoir Éric Zemmour. Votre livre « Le suicide français » chez Albin Michel est sorti il y a maintenant plus de 6 mois, ce qui nous permet d'avoir un certain recul pour vous interroger à la fois sur le livre lui-même et sur le sens général de votre ouvrage, mais aussi ce qui nous permet de vous demander de réagir aux critiques qui n'ont pas manqué de surgir depuis la sortie du livre. Donc c'est finalement presque plus intéressant de vous avoir maintenant parce que vous pourrez répondre sur les 2 fronts. Alors puisque la pédagogie est un art de répétition, on va commencer par vous poser la question de savoir ce que vous avez voulu dire dans ce livre, et en particulier avec cette formule qui ouvre le livre, cette formule des 3D, qui est dérision, déconstruction, destruction, et qu'on trouve dès l'entrée du livre. Alors il y a sans doute beaucoup de lecteurs ici qui connaissent le livre d'Éric, mais Éric a répété aussi 100 fois les mêmes choses, et je pense qu'il est nécessaire de revenir aux fondamentaux pour bien comprendre quel est l'esprit dans lequel cet ouvrage a été conçu. Je vous remercie de me recevoir ici, merci à tous d'être venus ce soir. Et oui, effectivement, je tourne pas mal en France depuis à peu près le mois d'octobre, novembre. Mais c'est toujours intéressant parce que après, il y a un échange avec les gens qui me donnent un peu des réactions sur... Alors au début, c'était uniquement sur ce que je disais, et puis maintenant, c'est évidemment sur la lecture du livre, leurs réactions, etc. Donc, oui, vous savez, c'est un livre qui me trottait dans la tête depuis des années. Je voulais comprendre, selon vous vous souvenez, la une du Figaro Magazine, comment on en est arrivé là. Et j'essayais de comprendre ça, j'essayais de remonter le temps. Et en fait, j'ai compris finalement que nous avions vécu et que nous vivions encore dans une période authentiquement révolutionnaire. Le paradoxe de la France, c'est qu'elle a complètement sacralisé la révolution de 1789, que du coup, elle sacralise tous les phénomènes révolutionnaires. Et que la grande nouveauté de notre époque, c'est que d'habitude, les révolutions l'emportent, renversent les pouvoirs et assument le pouvoir, et en général, ça se finit en catastrophe. C'est toute l'histoire depuis 1789. Et puis, il y a un nouveau pouvoir qui essaye de rétablir l'ordre, l'autorité, et qui est de nouveau renversé. Là, nous avons connu ça jusqu'en 1958 avec le général de Gaulle. Et l'originalité de notre époque, la spécificité de notre période, c'est que nous ne sortons jamais de notre période révolutionnaire dans laquelle nous vivons encore, tout simplement parce que la dernière révolution en date a échoué. C'est tout le paradoxe français, c'est-à-dire que mai 68 a été la dernière révolution en date, une espèce d'ailleurs de parodie
des journées révolutionnaires du passé, à laquelle le général de Gaulle a lui-même répondu par une parodie de contre-révolution. J'ai coutume de dire que quand il va à Baden-Baden voir le général Massu, il fait exactement comme Louis XVI a voulu faire en étant arrêté à Varennes seulement. Sauf que cet imbécile de Louis XVI n'avait pas d'hélicoptère, il n'a pas pensé à prendre l'hélicoptère, alors que le général de Gaulle était beaucoup plus intelligent et il a pris l'hélicoptère. Et donc il n'a pas été arrêté à Varennes. Mais sinon, c'est exactement la même logique. Il va voir l'armée qui est en Allemagne, exactement comme l'armée prussienne, qui est là-bas, qui est l'armée des immigrés, qui est à la frontière de l'Est, et il veut être sûr que l'armée ne l'abandonnera pas. Donc tout ça est un jeu en même temps, parce que finalement, ce n'est pas réel, vous comprenez? Et ce n'est tellement pas réel que les révolutionnaires, pour une fois, perdent. Puisque mai 68 échoue, qu'il y a la dissolution, que l'Assemblée nationale est une majorité introuvable de droite, etc., etc., et que Pompidou succède au général de Gaulle. Mais, justement, c'est cette défaite politique qui permettra la victoire culturelle de l'idéologie portée par les 68A. Idéologie portée par les 68A, ils ne savent même pas quelle idéologie ils portent vraiment. C'est le deuxième paradoxe. Ils croient porter une idéologie marxiste, communiste, révolutionnaire, d'extrême gauche. Ils ne savent pas que derrière leur discours, leur logorée, je devrais dire, parce que c'est même pas un discours, leur logorée marxisante, ils vont faire le lit d'un nouveau capitalisme. Ils ne savent pas que leur exaltation de l'individu roi va permettre au marché de détruire les dernières résistances de la société, c'est-à-dire la famille, l'État, la nation. Ils ne comprennent pas ça tout de suite. C'est ça, tout ça est très, très enfumé, très paradoxal. Et c'est pour ça que leur défaite politique va se transformer en victoire culturelle, et c'est ce que vous dites, en reprenant ce que j'appelle mes 3D, c'est-à-dire déconstruction, dérision, destruction. Qu'est-ce que c'est que la déconstruction? La déconstruction, c'est très simple, c'est d'abord une théorie intellectuelle qui date des années 60, avec des gens comme Deleuze, comme Guattari, comme Foucault. Qu'est-ce qu'il nous explique? Je fais évidemment très simple. Il nous explique que tout est social, tout est une construction. La famille, la nation, l'État, même le sexe, puisqu'on arrive aujourd'hui au dernier stade de cette déconstruction, c'est le sexe. Donc, on n'est pas homme, on ne naît pas homme, N-A-I-T, on le devient, selon le mot célèbre de Simone de Beauvoir. Donc tout est social, tout est dans le regard de la société. Donc évidemment, si tout est construit artificiellement, même nos corps, vous imaginez bien que tout peut être déconstruit. Puisque cette construction, dans cette philosophie, cette construction est forcément au bénéfice des puissants et forcément au détriment des faibles, des femmes, des immigrés, etc., etc. Ça, c'est une première chose, la déconstruction. Donc tout doit être déconstruit. Et comment? Parce que ça, vous comprenez bien que ça va toucher 200 personnes, 200 intellectuels, et que tout le monde s'en fout. Sauf que, et c'est là où, c'est ça qui m'a passionné à écrire, sauf que ce message de déconstruction va se répandre dans la société par la dérision. C'est-à-dire qu'il va y avoir une machine médiatique, artistique, intellectuelle, de chanteurs, d'acteurs, de politiques, même de metteurs en scène, même de sportifs. Vous voyez, toute cette petite élite qui va se répandre dans les médias, qui va se répandre, qui va endoctriner la population et qui va répandre par la dérision la déconstruction. Et donc tout va être passé à la moulinette de la dérision. C'est, si vous voulez, les années 70. On peut résumer les années 70 à une entreprise fantastique de dérision de tout ce qui était jadis sacré. Et à partir du moment où tout est tourné à la dérision, eh ben, tout sera détruit. Ça, c'est la période suivante.
à partir des années 80, 90, 2000. On le voit aujourd'hui. Alors évidemment, cette période de la dérision, ça commence par, si vous voulez, des gens de grand talent, il faut une force incroyable, vous comprenez bien, pour détruire un vieux monde, uniquement par la dérision. Vous avez vu dans le livre, le personnage le plus fantastique de cette période, c'est Coluche. Coluche, je crois, est le plus grand comique de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a une force truculente inouïe et il va dynamiter la vieille société pour accoucher du nouveau monde 68 là. Et d'ailleurs, ça m'a frappé en écrivant ce livre, je ne l'avais pas remarqué à l'époque, quand il se présente à la présidentielle, en 1981, son comité, si vous voulez, d'intellectuels autour de lui, ce sont tous les intellectuels de la déconstruction. Il y a là Deleuze, Guattari, il y a là Foucault, etc. C'est assez extraordinaire. Et là, il y a une rencontre, c'est-à-dire qu'eux ont compris qu'il était leur agent qui allait accoucher de la nouvelle société complètement déconstruite. Bon. Il faut bien comprendre que c'est ce qui permet aussi à ces années 70 d'être un oasis de liberté. Parce que l'ancien monde, la société rurale, catholique, hiérarchisée, ne tient plus rien. Mais elle ne le sait pas encore. Et le nouveau monde, c'est-à-dire le nôtre, avec les nouveaux pouvoirs, on va en parler tout à l'heure, c'est-à-dire ce que j'appelle les nouveaux curés, hein, les antiracistes, les féministes, les LGBT, tous ces gens-là qui nous disent comment il faut parler, comment il faut nous conduire, comment il faut nous comporter, hein, c'est nos nouveaux curés. Eh bien, ceux-là n'étaient pas encore au pouvoir. Donc évidemment, il y a une période extraordinaire dans les années 70 où tout est possible, où tout peut être dit, puisque personne ne tient rien. D'ailleurs, les gens de Charlie Hebdo, Wolinski et Cabu en particulier, qui sont les plus talentueux, vous avez bien compris qu'ils sont morts parce qu'ils ont cru qu'on était toujours dans les années 70. Ils n'ont pas compris, et ils n'ont pas voulu comprendre que le monde était en train d'accoucher de nouvelles règles terribles, bien plus terribles que les anciennes du monde rural et catholique qu'on avait abattu. Mais c'est une autre histoire. Et eux, ils n'ont pas voulu admettre ça. Ils en sont morts. Vous comprenez, on ne rigole pas avec l'histoire. Et donc, quand arrivent les années 80 et 90, que le vieux monde a été abattu, ben, il est temps de prendre le pouvoir. Et là, je pense que vous aurez d'autres questions, c'est les nouveaux pouvoirs, c'est-à-dire Canal+, c'est-à-dire SOS Racisme, c'est-à-dire les nouveaux lobbies communautaires comme le CRIF ou les lobbies comme LGBT, vous voyez, tous ces gens-là qui commencent à s'organiser sur les ruines de la vieille société, famille, État-nation, Église, etc. Alors évidemment, on ne va pas rentrer complètement dans le détail, il faut que le public, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre d'Éric, se le procure. D'ailleurs, tout est prévu pour ça, je crois. Après, il y a en particulier beaucoup d'illustrations extrêmement concrètes et extrêmement savoureuses et amusantes dans la chanson populaire, la chanson française qu'on a aimée, parce que c'est la chanson de nos 20 ans, en fait, avec Michel Delpech, et c'est vrai que relu avec votre clé de lecture, c'est absolument incroyable. Il célèbre une déconstruction sur joyeuse, sur une harmonie qui est séduisante. Exactement. Mais il chante le divorce avec une espèce de plaisir. Absolument. Et en fait, quand on relit ça, effectivement, 30 ans après, on dit, mais c'est absolument incroyable. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ben, si vous voulez, les chansons, c'est fondamental. Vous savez que les historiens aujourd'hui disent que les chansons populaires qui moquaient Marie-Antoinette, Louis XVI, etc., ont été essentielles dans la genèse de la Révolution française pour désacraliser les personnes royales. Ben là, c'est exactement la même chose. Les chansons sont essentielles pour désacraliser, et donc pour déconstruire, selon ma terminologie, pour désacraliser les notions sacrées. Ce ne sont plus les personnes, mais ce sont les notions. Et derrière les notions, il y a des personnes, évidemment.
Pour ne pas parler de la petite Lily avec Pierre Perret, on a pleuré sur le sort de cette petite somalienne. Ce qui veut dire que tous les Français sont racistes, tous les Français sont méchants. C'est toujours la même logique. C'est toujours la même logique. Il y a des minorités qui souffrent, qui sont victimes d'oppresseurs. Et l'oppresseur, c'est l'homme blanc occidental. Voilà. Il est homme, il est blanc, et donc il est méchant. Il est raciste, et il est misogyne, et il a toutes les tares possibles. Et donc il doit être abattu. Alors, vous faites une sorte de, au risque d'utiliser un terme compliqué, mais une sorte d'herméneutique de l'état actuel de la France, c'est-à-dire à la fois une explication et une interprétation de la situation actuelle de la France, et vous décryptez d'ailleurs de manière chronologique après ça, tout simplement prenant les années les unes après les autres, pas toutes, mais celles que vous retenez, donc il y a un choix subjectif, vous prenez toutes les raisons, vous expliquez toutes les raisons de la destruction de la France. Et parmi toutes les clés de lecture, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, j'en ai retenu deux sur lesquelles on pourrait rester un petit moment. La première, c'est cette sorte de dévastation anthropologique que vous prenez à bras-le-corps et que vous résumez à travers la mort du père et la mort des pères. Alors ça, c'est un morceau de choix que vous aimez beaucoup, et qui permet non seulement de parler des pères, mais de parler des mères, de parler des femmes et de parler des enfants. Si vous voulez, en fait, vous savez... dès après la Révolution française, en 1789, Balzac écrit en guillotinant Louis XVI, on a tué tous les pères. Donc c'est pas nouveau comme thèse et comme thématique, c'est très ancien. Mais la différence, c'est que, si vous voulez, il y a une logique après la Révolution. Bonaparte remet le père sur le trône. Il le remet sur le trône dans la famille. C'est le fameux code civil qu'aujourd'hui, on lui reproche tant. Mais il faut bien comprendre qu'il venait après la Révolution, après ce désordre incroyable, en particulier au Directoire. Le Directoire est une période très peu connue, très mal connue des gens, et qui ressemble beaucoup à la nôtre. Où il y a beaucoup de choses qui ressemblent beaucoup à l'époque post-68. Libération sexuelle, divorce de masse, niveau scolaire qui s'effondre. C'est très intéressant comme période, et Bonaparte réagit à ça. Et il essaie de rétablir l'ordre en remettant le père dans toutes les institutions, dans la famille, dans l'État, et lui à sa tête. Mais il va perdre. Et à partir de là, si la société française et les familles et l'administration et l'école sont régies pendant 150 ans par le régime napoléonien, il n'en est pas de même de la politique des institutions. Ça, il faudra attendre le général de Gaulle pour remettre un père à la tête de la nation. C'est de Gaulle et l'élection du suffrage du président de la République au suffrage universel. Donc en fait, deux hommes ont mis 150 ans à rétablir la hiérarchie, la verticale, vous savez comme on dit en Russie aujourd'hui. Poutine se vante beaucoup d'avoir rétabli la verticale du pouvoir. Et ben, en France, c'était exactement la même chose. Les deux hommes ont mis 150 ans à rétablir la verticale du pouvoir partout, de la famille à l'État. 68 et après, et la destruction de cette règle de la verticalité partout, et dans l'État et dans la famille. Donc on décapite tous les pères. C'est pour ça que je commence le livre avec deux choses qui m'ont paru. Vous savez, la chronologie parle, vous avez remarqué dans le livre, la chronologie parle tout le temps. C'est très impressionnant, c'est-à-dire qu'on se rend compte que des événements qui n'ont apparemment rien à voir veulent dire tous la même chose et qui sont la même année. C'est très impressionnant. Vraiment, moi ça m'a fasciné à écrire pour ce livre. Et là, en 70, on a deux événements à quelques mois l'un de l'autre. C'est la mort du général de Gaulle, c'est l'événement le plus connu, la mort du dernier père de la nation. Comme dit Philippe Muret, après viendra le temps des papas poussettes. Le 4 juin 1970, la loi qui abolit la puissance paternelle. Si vous voulez, là, il y a une rencontre formidable. Et qu'est-ce qui se passe ensuite, si vous voulez, à partir du moment où il faut lire, évidemment, Aldo Naouri vous l'explique très remarquablement. Qu'est-ce que c'est que le père? C'est celui qui dit non, c'est celui qui impose la loi, donc c'est celui qui empêche la toute-puissance du désir, de l'enfant jusqu'au caprice. Thèse archi connue maintenant, et qui fait assez autorité. À partir du moment où le père est interdit et qu'il doit se contenter au mieux
d'être une seconde mère à qui on dit fais ci, fais ça, et sinon il dégage. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles. C'est-à-dire que soit le père ne voit plus ses enfants parce qu'il est divorcé, et que d'ailleurs il ne veut plus les voir, parce que si vous voulez, ça encourage une irresponsabilité inouïe. Il ne faut pas se cacher, hein, c'est pas les pères les victimes. Je ne suis pas en faire de la victimisation. Moi je refuse la victimisation pour tout le monde. Il n'y a pas de victime et il n'y a pas de bourreau, il y a des évolutions. Ça c'est une première chose. Et donc deuxièmement, ou alors ils sont transformés en deuxième mère. Mais la loi du père est quelque chose d'interdit et même de refusé par les nouvelles générations de pères. À partir de ce moment-là, l'enfant est dans la toute-puissance. Hein, Naouri explique ça très bien. Et alors moi j'ai coutume de dire, c'est très simple, le roi a été guillotiné, donc on est sous une régence, la mère est régente, et comme toujours quand il y a des régences, quand il y a eu Anne d'Autriche, quand il y a eu toutes les autres régentes, c'est évidemment pour l'enfant roi. Et donc, l'enfant est roi, il domine, et derrière l'enfant roi, vous avez bien compris que c'est le marché qui est son maître. Puisque l'enfant roi veut consommer, en tout cas, tout est fait pour qu'il consomme. Et la mère ne dit pas non à la consommation, puisqu'elle est là pour subvenir et remplir les désirs de ses enfants. Donc, comme le père n'a plus le droit de dire non, il n'y a plus personne qui dit non. C'est exactement ce que voulait le marché. Parce que cette évolution rencontre, on a bien compris, l'évolution du capitalisme. Le capitalisme, au XIXe siècle, est un capitalisme patrimonial. C'est un capitalisme d'épargne, qui repose sur la constitution de patrimoine et d'épargne. Et donc, c'est ce qui explique la structure familiale qui se met en place avec la dichotomie qui n'existait pas avant, contrairement à ce que disent les féministes, la dichotomie de la femme à l'intérieur systématiquement et l'homme à l'extérieur. C'est le capitalisme du XIXe siècle qui impose ça. Et si vous voulez, pourquoi? Pour que la femme puisse justement assumer la constitution du patrimoine. Bon, elle-même devenant un patrimoine d'ailleurs, avec les dots, etc. Et à partir de l'évolution des années 20, Christopher Lasch, qui est un grand sociologue américain, explique que dès les années 20, le capitalisme américain bascule et devient, si vous voulez, il y a une double transformation. Un, les ouvriers deviennent des robots, c'est-à-dire que, vous savez, c'est le film de Charlie Chaplin, le taylorisme. Et deux, le capitalisme américain a une crise de surproduction, c'est la crise de 29, qu'il faut régler par la consommation. Et il faut toujours plus de consommation, c'est pour ça qu'on commence à mettre en place la publicité, etc. Et donc, Christopher Lasch explique fort bien qu'il faut donc adapter la société américaine à ces nouvelles contraintes. Et donc, il faut détruire le patriarcat, qui est un frein à la consommation, puisque le père dit non, et qui est un très mauvais consommateur. Et en plus, il faut le briser, il faut briser le patriarche ouvrier pour qu'il aille dans les usines à serrer des boulons bêtement toute la journée et non pas à continuer son savoir-faire, etc. Vous voyez, cette double évolution. Cette double évolution-là, qui naît aux États-Unis dans les années 20-30, va obtenir l'adhésion, si vous voulez, et le soutien évidemment, les premières féministes, mais aussi et surtout de toute l'armada de psychanalystes, de presse féminine, vous voyez, etc., qui va commencer à expliquer que l'important, ce n'est pas la famille, ce n'est pas la pérennité du nom, ce n'est pas l'honneur, mais c'est le bonheur. Le bonheur individuel, au jour le jour, hédoniste, et donc consommateur. Et tout ce modèle, si vous voulez, de société qui est mis en place par le capitalisme américain dès les années 20, va être imité par le capitalisme européen dans les années 60. Et c'est ça que nous allons connaître dans les années 60. Et donc, le génie du capitalisme va être de se servir des mouvements d'émancipation soi-disant progressistes de gauche, vous voyez, individualistes, féministes, etc., pour asservir toute la société à ses besoins et à ses objectifs. Et c'est le grand talent, si vous voulez. Marx aurait été ravi de voir ça, si j'ose dire. Il aurait confirmé la plupart de ses thèses, qui va multiplier les armées de réserve du capitalisme, hein, les femmes qui rentrent dans le marché du travail, les immigrés, etc. Et cette société familiale, cette dislocation de la famille, pour avoir que des monades individualistes qui ne sont que des consommateurs.
Engels, j'ai retrouvé des textes très intéressants, Michéa a retrouvé des textes très intéressants, Engels l'avait prévu. Il avait dit, maintenant, il ne reste plus qu'à détruire la famille pour qu'il y ait vraiment la guerre de tous contre tous, et que ce ne soit plus que des individus, qu'il n'y ait plus rien qui résiste au marché. Eh bien, on y est. Oui, tous ceux de notre génération ont connu la vague et la mode des nouveaux pères qui correspondaient exactement à celle comme dit Philippe Muret. Alors, parmi les autres dévastations, il y en a une autre qu'on peut privilégier un petit peu, que vous résumez, vous, en disant qu'on a bazardé un héritage millénaire en 40 ans, et c'est la dévastation culturelle, remplacée par le multiculturalisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, ils sont très nombreux dans ce livre, de ce grand remplacement culturel, si je puis me permettre. Démographique. Oui, et démographique. En fait, si vous voulez, là aussi, ça a été un art de la déconstruction absolument exceptionnel. C'est-à-dire que, à partir des années 70, à partir des années 60-70, on a commencé à raconter un récit français qui n'avait rien à voir, avec la réalité, et deux, qui prenait le contre-pied du récit national. C'était un moment incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, si vous voulez, on a commencé à expliquer que la France avait toujours été un pays d'immigration. En gros, que la France c'était l'Amérique ou l'Australie. C'est billevesé, c'est stupidité. La France a été un pays de paysans attachés à leur terre, qui ne voyaient pas plus loin que le chef-lieu de canton, et ça représentait 99% de la population. J'ai coutume de dire que pendant des siècles, l'immigration, ça a été les nièces de Mazarin. C'était une immigration massive. Enfin, elles étaient 6 ou 7. Hein. Bon, c'est vrai qu'elles avaient un appétit qui était charmant et qui plaisait beaucoup à la cour. Enfin, comme immigration de masse, on fera mieux. Voilà. Et puis peut-être il y avait le Léonard de Vinci, vous voyez, Lully, il y avait quelques soldats allemands qui restaient en France, ou quelques Suisses. Vous voyez, comme immigration, c'était vraiment massif. On se moque de nous. Et on nous raconte ça depuis 40 ans. Non, en vérité, l'immigration commence en 1860 à peu près en France, en avance par rapport aux autres, par rapport aux autres pays européens, parce que la France, qui a été le pays le plus peuplé d'Europe, pour vous situer, on est 25 millions en 1789, les Britanniques sont 8 millions. Et c'est pour ça que les armées françaises sont aussi puissantes. Turenne disait « Dieu est du côté des gros bataillons ». Et Bonaparte reprenait la formule. C'est pour ça que quand on fait la paix en masse, c'est pas de la rigolade. Il y a du monde. Hein. Et puis, à partir de 1820, 1830, 1840, les Français sont les premiers à expérimenter la réduction des naissances. Alors que les Anglais, les Allemands explosent. Ça donnera les guerres de la fin du XIXe siècle, avec la puissance allemande qui veut s'étendre. Donc les Français, si vous voulez compenser, et puis pour faire tourner un peu leurs usines, qui commencent comme les paysans renâclent un peu à quitter leur terre, on fait venir des Belges, des Italiens, des Espagnols. Toute cette histoire est très connue, hein, donc on commence à faire venir. Et puis, si vous voulez, on commence à avoir un petit savoir-faire d'intégration de ces nouveaux immigrés. Comment on fait en France? C'est très simple, j'avais écrit un précédent livre qui s'appelait Mélancolie française, j'expliquais ça. On fait comme l'Empire romain. Voilà. C'est-à-dire, à Rome, fait comme les Romains. Donc c'est l'assimilation. C'est-à-dire qu'on prend un prénom, on donne des prénoms français à ses enfants, on s'habille comme les Français, on envoie ses enfants à l'école, on mange français, et puis on vit avec les Français. Alors, et vous savez, dans la convivialité comme ça populaire, c'est l'ouvrier français qui charrie son collègue italien et qui lui dit hey, oh, chez nous on fait pas comme ça. Et puis ça se fait comme ça. Alors, parfois il y a un peu le type râle un peu, et puis finalement il se dit bon, ben, c'est formidable, ils ont un savoir-vivre extraordinaire, ils savent vivre dans ce pays, c'est magique. En général, c'est ce que disent tous les immigrés. Donc on va vivre comme eux. Ça se fait comme ça. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il y en a qui n'ont pas envie et qui repartent chez eux. Vous savez, c'est un chiffre que je donne toujours, qu'on ne connaît pas. Le Pierre Milzac est un très grand historien français qui est d'origine italienne, a calculé qu'il y a eu 3 500 000 Italiens qui sont venus en France entre 1870 et 1940. Et vous savez combien en sont restés?
1,1 million. C'est-à-dire que les 2/3 sont repartis. C'est colossal. C'est-à-dire que soit ils sont repartis parce qu'ils n'avaient pas envie de ce que je viens de vous dire, et après tout, ils ont droit, soit, vous allez voir les changements par rapport à aujourd'hui, dès qu'il y avait une crise économique et qu'il y avait du chômage, on renvoyait les étrangers pour privilégier les ouvriers français. Ça, c'était la solution d'avant, c'est-à-dire l'assimilation. Comme dit Fernand Braudel, le grand historien Fernand Braudel dit l'assimilation a permis l'intégration sans douleur de millions d'immigrés. Vous voyez, cette phrase est très importante. Vous voyez que l'assimilation n'est pas opposée à l'intégration comme on le fait aujourd'hui, mais elle est le moyen de l'intégration. Vous devinez l'embrouille sémantique qui va naître à partir des années 80. Qu'est-ce qui se passe? Et vous constatez aussi, je fais une petite parenthèse parce que je commence à en avoir marre de lire dans la presse, dès qu'on utilise le mot assimilation, en général on dit pratique qui rappelle la colonisation. C'est encore pilevesé. Ça n'a rien à voir avec la colonisation. Les Italiens n'étaient pas colonisés et ils ont été assimilés. Les Espagnols n'étaient pas colonisés et ils étaient assimilés. Les Juifs polonais n'étaient pas colonisés et ils ont finalement été assimilés. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est faux et archi-faux. On essaye, ça aussi c'est la déconstruction. Vous comprenez? Voilà. La déconstruction, un exemple typique. Vous prenez assimilation et vous dites c'est le produit de la colonisation. Sous-entendu, c'est le produit de la domination injuste des Blancs sur les minorités colonisées, arabes, noirs, etc. Et donc, vous rendez infréquentable l'assimilation, ici. Voilà. Ça, c'est un exemple magnifique de déconstruction. Et c'est ça qui s'est passé depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'assimilation, c'est colonialiste. Donc, il ne faut plus l'assimilation, il faut l'intégration. Vous avez vu que dans la phrase de Braudel, ça veut dire la même chose en vérité. Mais on a tordu le sens des mots et on a dit l'intégration, ça veut dire qu'on ne se remet pas en cause, on apporte ses différences. La chanson apporte des différences, etc. Toutes les chansons des années 80. Vous voyez le thème entre la déconstruction intellectuelle et la déconstruction dans la culture populaire. Et ensuite, on dit il ne faut pas être assimilé parce que c'est une souffrance, etc. Il faut que chacun apporte ses différences. Et petit à petit, on arrive à le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'on dit, mais il n'y a plus de culture dominante. La culture dominante française n'est qu'une culture coloniale. Vous voyez, c'est-à-dire que même en France, le français reste colonisateur. Vous voyez, toute la logique est là. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne renvoie plus les immigrés alors qu'il y a du chômage. Première étape. Ça, c'est les années 70. 2, on fait venir leurs familles au lieu de les renvoyer chez eux. C'est le regroupement familial. 3, on dit aux Français, vous n'avez plus, aux ouvriers français, vous n'avez plus à imposer votre mode de vie aux nouveaux arrivants. C'est une pratique coloniale et raciste. Et quand les Français se révoltent contre ça, on dit, vous êtes racistes. Et ça, c'est les premières émeutes de 1980, des années 80. Et quand les Français votent Front National, parce que justement, ils se révoltent contre ça, puisqu'ils ont toujours fait ça. Ils ont fait ça avec les Italiens, et d'ailleurs, les enfants d'immigrés italiens sont avec les Français de souche, pour dire, mais il faut continuer comme ça. Vous comprenez? Là, on les traite de racistes. C'est un enchaînement impeccable. Puisque de toute façon, ils veulent démontrer que les Français sont racistes. Et ils vont vous dire, vous voyez, la parole raciste se libère, la parole raciste se développe. Pas du tout, c'est une parole assimilationniste française. Ah oui, mais ça c'est colonisateur. Vous faites comme les colonisateurs dans les pays colonisés. Non mais on est en France. Ah oui, mais c'est pas grave. C'est une mécanique magnifiquement rodée, implacable, et qui est relayée évidemment par tous les grands médias, etc. Et par vous voyez, tout ça est terrible. Et quand on finit la fin de l'histoire, qu'est-ce que c'est? La fin de l'histoire, c'est que les populations françaises de souche ou immigrées anciennes, petits-enfants d'Italiens, etc., qui ne voulaient plus vivre donc, de cette façon, puisque
les nouveaux arrivants, de plus en plus nombreux, continuaient à vivre selon leur mode de vie qu'ils avaient importé, si j'ose dire, de leur lieu d'origine, puisqu'on ne leur interdisait plus. Le Conseil d'État était même allé jusqu'à autoriser la polygamie. Donc vous voyez qu'on va loin dans le multiculturalisme. L'Europe faisant un texte pour expliquer que l'intégration, c'était justement l'échange entre des cultures différentes. Il n'y a plus de hiérarchie. Donc votre culture, chez vous, n'est plus supérieure, n'est plus dominante, n'a plus à être dominante. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'acceptent pas ça, eh ben, fuient. Ou alors, ils se convertissent à l'islam, puisque très vite, l'islam devient cette culture dominante de la majorité de la population, de ces quartiers. Et donc, soit on se convertit à l'islam, j'ai vu un reportage absolument sidérant de gamins de Roubaix tout blonds qui faisaient leurs prières, etc., sur M6. Donc, soit on se convertit à l'islam, puisque c'est devenu la religion du groupe, assimilation, principe même de l'assimilation. Ils appliquent nos préceptes. Ou alors, vous fuyez. Et vous allez dans le fameux périurbain, cher à Christophe Guilluy, qui voit arriver une population française qui ne veut pas vivre selon les us et coutumes des derniers arrivants, et qui veut essayer de continuer à vivre à la française, et qui donc s'exile. Et aujourd'hui, on a une situation où, au mieux, on a le séparatisme, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un pays qui est avec vous savez, des taches de léopard, hein, et on a un séparatisme. Moi, je pense que le séparatisme, dans l'histoire, ça amène toujours à la guerre. Mais, encore une fois, quand je dis ça, on me dit, vous souhaitez la guerre, je ne fais que décrire tout ce qui a été fait pour la faire, et après, 2, on me dit, vous incitez. Alors, ce qui est amusant, on n'a pas le temps d'y rester non plus très longtemps, mais si vous procurez le livre, vous verrez qu'il y en avait un qui avait vu tout ça avant tout le monde, c'était Georges Marchais en particulier. Alors, vous citez des passages absolument incroyables. C'est drôle ce que vous me dites, parce que je vais vous faire une confidence. J'avais, pour la méthode du livre, j'avais évidemment préparé tous mes sujets. C'est-à-dire que j'avais passé un mois et demi, à choisir les chansons, les films, les matchs de foot. C'était un gros travail de préparation. Et je n'avais absolument pas prévu ce chapitre sur Georges Marchais. Et en travaillant, vous savez, sur ce que je vous disais tout à l'heure, la chronologie par où on voit des choses, etc., je me suis rendu compte que Georges Marchais, avec tous ses défauts, toutes ses limites, toutes ses tares, a connu un moment inédit de révélation. C'est-à-dire que dans les années 79-80, il comprend tout ce qui se passe. Tout le monde qui est en train de basculer. Et le monde qui est en train de basculer est contre lui. Contre tout ce en quoi il a cru. Et jusqu'à son patriotisme français. Et là, il y a un moment extraordinaire où il dit tout. Parce qu'en fait, on gommerait le nom de Georges Marchais et on demanderait au lecteur de dire de qui c'est. Exactement. Il vous dirait qui? C'est Le Pen. Ah ben oui, ou De Gaulle ou Le Pen. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Et personne ne penserait à Marchais. Exactement. Alors, il y en a d'autres aussi qui sont des relais, puisque vous avez dit qu'il y avait des relais pour accompagner cette destruction idéologique qui n'est pas arrivée comme ça, toute seule par l'opération du Saint-Esprit. Elle a été portée par des hommes et des femmes en chair et en os, bien réels, et vous en décrivez certains. Et ce n'est pas un des moindres mérites de ce livre que de proposer des portraits que, je pense, la Bruyère de ses caractères n'aurait pas désavoués. C'est un compliment. C'est un grand auquel je sais que vous êtes très sensible. Oui, bien sûr. Et alors, en particulier, il y en a qui est très croustillant et qui est un portrait de Louis Schweitzer. Louis Schweitzer, l'ancien patron de Renault, le premier patron de la Halle. Et alors là, il est habillé pour l'hiver, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce moment-là, parce que ce livre est drôle, il y a beaucoup de passages qui sont très drôles, très caustiques, très cyniques, mais très bien bossés. Alors pourquoi vous en prendre particulièrement à Louis Schweitzer comme un témoin de cette déconstruction? C'est même un acteur. Non, mais c'est un acteur fondamental. C'est plus qu'un témoin, c'est un acteur. Oui, c'est plus qu'un témoin, c'est un acteur, et c'est un acteur fondamental, évidemment, parce que, je vais vous expliquer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce suicide français a été conduit de main de maître par les élites françaises. Il y a une nouvelle trahison d'éclair. Alors, on a parlé des chanteurs, mais
des acteurs, etc. Mais ça, c'est le petit peuple des élites, si j'ose dire. Il y a beaucoup plus haut des gens qui ont conduit et qui en ont profité. Et en particulier, les grandes élites technocratiques françaises. C'est un paradoxe absolument extraordinaire, c'est que le général de Gaulle et Michel Debré, se prenant pour Louis XIV et Colbert, créent l'ENA et, si vous voulez, et veulent rétablir l'État. Et pour rétablir l'État, ils imposent des élites technocratiques, administratives, qui vont dont le pouvoir et donc les privilèges vont reposer, sur une espèce de science de gestion de l'État, et deux, sur une légitimité démocratique, puisqu'il est élu par le peuple, et trois, sur une espèce de puissance de l'État à faire le bien et à être l'intérêt général, à remplir l'intérêt général. Ça, on peut dire que ce sont les hauts fonctionnaires des années 50 et 60 qui vont remplir magnifiquement ce rôle. Et à partir des années 70, il y a les élites françaises, les élites technocratiques françaises, sont travaillées par un double mouvement idéologique tout à fait intéressant et qui va s'avérer redoutablement destructeur, parce qu'eux aussi sont travaillés par cette déconstruction intellectuelle, qui est, le rejet de l'État, deux, le rejet de la nation, et trois, le rejet, je dirais, du collectif, de l'intérêt général. Et ces gens-là vont habiller la défense farouche de la promotion de leurs intérêts particuliers, ils vont l'habiller des grands idéaux modernistes, progressistes, qui s'appellent l'Europe, le libéralisme, la modernité. Vous voyez, tout ça qui doit détruire, qui doit remplacer un ancien monde archaïque qui était celui de la nation, du peuple et de l'État. Et à partir des années 80, en fait, on peut, si vous voulez, analyser la gauche en 1981 comme la dernière tentative maladroite et ratée de restauration de cet ordre socialo-national, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire la nation et le peuple, le social, qui est le compromis de 45, entre le général de Gaulle, la droite catholique derrière le général de Gaulle, et le Parti communiste. Vous voyez, c'est ce compromis-là de 45 qui a ses défauts, c'est évident, mais qui a aussi ses grandes vertus, puisqu'elle a reconstruit la France après 45, et en faisant profiter à tous les Français de cette reconstruction. Cet ordre-là meurt, c'est pour ça que vous avez parlé de marché, il y a une cohérence dans tout ça, cet ordre-là meurt parce que les nouvelles élites françaises veulent qu'il meure. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont bazarder tout l'ancien monde, tous les anciens acquis, et qui vont se goinfrer. C'est-à-dire qu'ils vont habiller ça de grands idéaux, l'Europe, le progrès, l'antiracisme, tout ça pour gagner des millions d'euros sur le dos des ouvriers français à qui non seulement on va faire perdre leur emploi, mais qu'en plus, quand ils oseront se rebeller, on va les traiter de racistes. C'est-à-dire qu'on a le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. C'est admirable. Ces gens-là vont devenir riches uniquement parce qu'ils ont réussi des études, mais qu'il est destiné au service de l'État, donc à notre service, au service de la collectivité. Et ils vont s'enrichir considérablement. Et en plus, et c'est pour ça que Louis Schweitzer est un exemple absolument magnifique, ce type est président de Renault. Il est président de Renault parce qu'il est nommé là comme un poste politique par Laurent Fabius, donc il a été le directeur de cabinet. C'est le pantouflage classique des hauts fonctionnaires. Rien, j'allais dire que de choquant. Non, rien de choquant. Surtout rien que de très traditionnel. Classique dans la haute fonction publique française. Mais vous comprenez bien que jusqu'aux années 70, leurs revenus ne sont pas exorbitants. Le privilège du prédécesseur de Schweitzer, Pierre-Louis Dreyfus, c'était, je le raconte, sa voiture de fonction. Vous voyez,
ça va pas loin. Et il devait gagner, allez, si je vous dis comparativement, c'est à peu près 100 000 euros au maximum. C'était déjà colossal pour l'époque. Là, mais en plus, il défendait sa entreprise, qui exportait partout en Europe, qui payait très très bien ses ouvriers, qui était toujours à la pointe du progrès social, etc. Là, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Schweitzer, au nom de la modernité, vide complètement, renvoie des milliers et des milliers de salariés, délocalise toutes ces usines, et évidemment touche des émoluments, mais colossaux. Il va toucher jusqu'à 9 millions d'euros par an. C'est absolument colossal. Et quand ce monsieur part à la retraite, il devient président de la HALG, c'est-à-dire la haute autorité contre les discriminations. Et il passe son temps, ce monsieur, à dire aux Français qu'ils sont d'infâmes racistes. Donc, si vous voulez, c'est absolument magnifique. Il a délocalisé ses usines partout, il a accru le chômage de façon formidable, et puis il vient ensuite donner des leçons de morale à tous les Français en leur disant « ne soyez pas racistes ». Je trouve que, si vous voulez, ce personnage méritait un portrait, car il est l'incarnation de ce qu'ont sont devenus la plupart de nos élites. Ben, il a eu cupidité et bon sentiment, dites-vous. Ce mélange détonnant est une synthèse d'époque, un antiracisme militant qui défend les discriminations ici et étend les délocalisations là-bas. Alors malheureusement, le temps passe, il ne fait que ça. Je voudrais que vous disiez aussi un mot en termes de relais du monde médiatique. Et il y a un très bon exemple aussi qui est contemporain de cette époque, c'est-à-dire des années 80, du début des années 80, c'est la création de Canal+, auquel vous consacrez aussi des lignes absolument terribles. Et donc vous pourriez dire un mot si vous en avez le temps. Canal+ est un magnifique exemple, effectivement, d'un moyen de média utilisé pour l'endoctrinement général. Si vous voulez, nous avons le Canal+ et l'outil qu'a trouvé la génération 68 pour endoctriner les masses et pour répandre son message. Et ce qui est très intéressant, c'est très amusant même, il y a l'inventeur, je suis devenu ami avec l'inventeur de Canal+, Léo Cher, qui a écrit un petit livre absolument délicieux dans lequel il raconte la genèse de son invention, et il a un titre qui est tout à fait charmant, et il dit « c'est l'alliance entre les tontons flingueurs et les bronzés ». C'est-à-dire que les tontons flingueurs, c'est évidemment Mitterrand, Defer, Rousselet, qui avait attendu le pouvoir pendant 20 ans parce que le général de Gaulle le tenait d'une main ferme, et qui était prêt à tout pour le conserver. Ils se foutaient du socialisme comme de leur dernière maîtresse, et qui étaient prêts vraiment à tout. Et ils ont trouvé cette génération post-68A, qui à l'époque ont 30 ans, hein, comme il dit, la génération des bronzés, qui va inventer un nouveau moyen, un nouveau message, qui est branché sur la modernité, qui prend tout ce qui se passe aux États-Unis et qui va l'importer en France, comme on fait depuis le début du XXe siècle, et c'est là d'ailleurs que Léo Cher intervient, et qui va donner les moyens à cette génération de tenir le pouvoir jusqu'à sa mort. Et cette rencontre des deux est tout à fait emblématique des années 80. Et donc Canal+ va devenir cette arme magnifique au service de la 68ardisation du monde. Et d'ailleurs, vous avez vu, vous pouvez regarder le Grand Journal, vous pouvez regarder les Guignols, etc. Qu'est-ce que c'est? La dérision n'est plus une contre-arme, n'est plus une contre-offensive, n'est plus une arme de contre. C'est aujourd'hui les chiens de garde du pouvoir. Si vous voulez, la dérision est devenue aujourd'hui l'arme de dissuasion massive contre les dissidents. C'est-à-dire que c'est devenu aujourd'hui l'outil des puissants pour tenir à distance et pour menacer ceux qui osent s'en prendre à l'ordre établi, qui est en fait un désordre établi, vous avez bien compris, mais c'est ça. Et Canal+, c'est ça. C'est la chaîne qui doit surveiller et qui donc doit imposer la nouvelle idéologie à toute la population. Et pour ça, elle intimide, elle menace. Et comment elle intimide?
comment elle menace? Par la dérision. C'est-à-dire que celui qui ose s'en prendre à l'ordre établi, à l'idéologie dominante, sera impitoyablement cloué au pilori de la dérision. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'époque. Je ne crois pas que ça ait existé auparavant, c'est vraiment une nouveauté de l'époque. Vous avez une très belle phrase pour dire que le génie des pionniers de l'ORTF avait été de réaliser des programmes avec peu d'argent pour le plus grand nombre, et le génie de Canal+, est de produire des programmes avec beaucoup d'argent pour peu de gens. Et vous rajoutez, Canal+ devient la seule chaîne de télé au monde qui s'engraisse en crachant sur son public. Et il y en a comme ça pendant plusieurs pages si vous voulez vous régaler. Alors on est obligé de continuer, de passer, parce qu'on va aussi avoir l'occasion de donner la parole à Lassa. Je voudrais en revenir maintenant peut-être sur certaines des critiques qui vous ont été adressées depuis 6 mois, qui sont nombreuses. Et il y en a une qui revient invariablement, même chez les gens qui vous ont lu et vous aiment bien, ils ne peuvent pas s'empêcher à la fin de dire « Oui, mais alors, Éric Zemmour, il est bien sympathique, mais alors, il pose un diagnostic, mais il ne donne aucune solution, et on voudrait que par magie, vous, avec vos petits bras, vous puissiez tout d'un coup rétablir la situation. » Oui, mais musclé tout de même, musclé. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette critique systématique et qu'on voit et en fait, je suis sûr que je prive là tout de suite la première personne qui poser la question. Et écoutez, je vais vous dire, je ne vais pas faire preuve d'originalité parce que je réponds toujours la même chose, mais parce que, non pas parce que je ne veux pas me casser la tête, mais parce que je ne vois pas d'autres réponses possibles. En fait, je pense que les solutions n'ont pas d'importance, ou plutôt, elles sont évidentes. Elles sont évidentes quand le diagnostic est non seulement posé, mais accepté. Voilà. C'est tout. À partir du moment où vous avez un diagnostic qui est posé et qui est accepté par une majorité de la population, et les solutions, elles viennent tout seules. Après, il suffit de cocher, et puis c'est fini. Si vous avez un diagnostic qui n'est pas accepté, je vous donne un exemple à l'envers. Le travail que je viens de décrire, que je décris dans le livre, de déconstruction de la société qui naît à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu besoin de trouver des solutions. Elles sont trouvées toutes seules. Là, ça continue. Hein, les lois continuent. On continue à regarder la dernière réforme du collège par Mme Najat Vallaud-Belkacem est exactement dans cette lignée pédagogiste de déconstruction et d'abaissement du niveau toujours plus, etc. Et bien, tout ça est né dans les années 60-70. Donc, vous avez bien compris qu'à partir du moment où le diagnostic a été posé dans les années 70, les mesures, elles ne cessent d'être trouvées. C'est ce qu'il y a de plus facile. Et puis, ça dure des décennies. Donc, c'est pour ça que je crois que le travail le plus important et le plus difficile, selon moi, c'est ça. C'est poser le bon diagnostic. Moi, évidemment, je crois que je le pose évidemment le bon, mais après, c'est aux gens de se l'approprier et de savoir s'il est vraiment le bon et de résister à tous ceux qui me disent que non seulement ce n'est pas le bon, mais que c'est un diagnostic de diable, hein, que c'est le diagnostic de la honte, de la haine, etc. Toutes les fadaises que j'ai entendues depuis 6 mois. Donc là, après, moi, a priori, mon boulot est fait. Et le boulot des solutions, il ne viendra qu'après. Entre les deux, il y a le boulot essentiel, c'est le boulot de tout le monde, que de s'approprier ou pas ce diagnostic et de le faire vivre et de l'imposer. Vous comprenez? Après, les solutions, il n'y a pas besoin, il y a des gens qui viendront, c'est les techniciens, et ils diront, bah voilà, on coche toutes les cases et c'est fini. Donc vous n'avez pas, à l'instar de Chateaubriand, le culte des ruines? Bah, c'est beau, les ruines. Non, c'est beau. C'est beau. Le problème, c'est que après, on vit dedans. Et que là, c'est beaucoup moins drôle. Mais c'est sûr que c'est beau. En tout cas, ce diagnostic, il est partagé par un grand nombre des lecteurs qui vous ont suivi. Et puisqu'ils ont plébiscité votre livre, bon, c'est peu de dire qu'il est devenu un phénomène de librairie. Mais après ces 6 mois, quel bilan, alors je reviens à une question peut-être plus personnelle, quel bilan vous faites de ces 6 mois de promotion, sachant qu'il y a aussi, pour vous personnellement d'ailleurs peut-être, un revers de la médaille. Par exemple, alors, votre nom tente à devenir un nom commun. On parle de zémorisation des esprits. Comment vous vivez ça? Comment vous prenez ça? Je me suis habitué maintenant, c'est horrible, on s'habitue à tout.
on s'habitue à être désigné comme une cible, on s'habitue à ce qu'on dise n'importe quoi sur vous, que je pousse au viol, que je hais les femmes, que je hais les arabes, que mes parents étaient odieux, que j'ai des problèmes psychologiques, psychanalytiques, sexuels, que non mais que on s'habitue à tout, je vous assure, c'est fou, c'est fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc je suis un monstre, quoi. Donc voilà, alors bon. En même temps, vous savez, je parle sous le contrôle d'Isabelle qui me suivait partout, l'enthousiasme, vraiment, je mesure mes mots, l'enthousiasme partout où je passe, c'est quelque chose d'incroyable. Les gens se sont appropriés mon livre, et vous savez, c'est au-delà de l'appropriation. C'est-à-dire qu'ils viennent me dire que enfin ils ont compris, j'ai mis des mots sur leurs mots, MAUX. Et c'est ça qui me paraît le plus fort. Maintenant, si vous voulez, le reste, c'est la rançon de la gloire, la rançon de tout ça. En même temps, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette haine et cette hostilité s'il n'y avait pas eu le succès du livre. Et si les gens, si vous voulez, il y a eu un moment de panique. Je crois que dans les milieux bien pensants, ils ont vraiment paniqué. Voilà, et que du coup, il fallait nous faire payer cette peur qu'ils ont eue. Voilà, quand vous voyez que, si vous voulez, ils sont redoutables. Ils sont redoutablement efficaces. On a vu après le 11 janvier, on a vu après les attentats de Charlie. On a vu comment ces attentats, qui étaient quand même la condamnation de 40 ans justement de déconstruction, c'était quand même la condamnation absolue de toute l'idéologie dominante. Et bien, ça s'est fini tout ça par d'abord la défense de la liberté d'expression, puis maintenant vous avez compris que c'était justement la fin de la liberté d'expression, et que ça finit par il faut lutter contre l'islamophobie et construire des mosquées. C'est-à-dire que les types de Charlie Hebdo et les juifs de l'hypercacher sont morts pour permettre la construction de mosquées et la lutte contre l'islamophobie. C'est quand même fantastique, 3 mois après seulement. Donc si vous voulez, il y a une redoutable efficacité de ces gens, ils l'ont prouvé, et il y a une certaine passivité de notre part, de la population. Et c'est ça que j'ai essayé de lutter contre cette passivité. Bon voilà, je pense que c'est pour ça que ce livre a suscité autant de passion de part et d'autre. Je crois que le pari est réussi. Vous êtes attaqué à une entreprise redoutable, cette grande entreprise de dédit du réel qui n'a jamais été aussi forte, le réel étant considéré comme fasciste, pas pour dire les choses. Le réel n'existe pas. N'existe pas, voilà. Le réel n'existe pas, seul le langage existe. Il faut bien comprendre, le langage, c'est-à-dire qu'on peut dire n'importe quoi, ça existe parce qu'on l'a dit. Madame est un homme. Elle l'a dit, et donc elle est un homme. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de réel. Vous comprenez bien? C'est ça la déconstruction. C'est le langage qui s'impose à la réalité. Voilà, c'est profondément ça. Et c'est le récit de ces 40 dernières années. Ça peut être résumé par ça. On ne peut pas s'empêcher, évidemment, en terminant, de rappeler, peut-être, pour ceux qui l'ont lu, la parenté littéraire qu'il peut y avoir avec Philippe Muret. Philippe Muret qui revient beaucoup à la mode en ce moment, avec tout ce qu'il a pu dire sur l'Empire du bien, sur le parti de l'autre, et Homo Festivus. Et alors, en fait, je retrouvais les propos qu'il tenait dans cette lettre qu'il avait adressée aux djihadistes juste après les attentats du 11 septembre 2001, qui s'appelle Chers djihadistes, publié en 2002. Et alors la lettre est assez longue, c'est un petit bouquin, et ça se termine par des phrases terribles. Craignez le courroux de l'homme en Bermuda. Craignez la colère du consommateur, du touriste, du vacancier descendant de son camping-car.
vous nous imaginez vautrés dans des plaisirs et des loisirs qui nous ont ramollis, eh bien nous lutterons comme des lions pour protéger notre ramollissement. Nous nous battrons pour tout, pour les mots qui n'ont plus de sens et pour la vie qui va avec. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts. C'est terrible. Au fond, on retrouve à la fin de votre livre, qui se termine par quelque chose de sombre, cette même inspiration. Mais il semble qu'un grand nombre de lecteurs vous aient compris. Je pense aussi. Oui. Je pense que Muret était évidemment un précurseur, c'est-à-dire qu'il a le premier retourné l'arme de la dérision contre les déconstructeurs. Et moi, tout mon travail, ça a été justement de déconstruire les déconstructeurs, de montrer, de les retourner et de montrer tous leurs trucs, comme un prestidigitateur de qui on montre tous les petits trucs. C'est ça. Et il faut continuer ce travail-là. Moi, je ne cesserai jamais. Parce que je pense que la seule, s'il peut rester un tout petit espoir, c'est justement ce renversement de l'ordre culturel. C'est cette bataille culturelle qu'on doit mener, qu'on n'a jamais menée, et qui doit être indispensable, et qui, d'ailleurs, il est peut-être trop tard. Mais voilà, il n'est pas... au moins l'honneur de s'être battu. Exactement. Et il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, c'est ça. Ni de réussir pour persévérer. Voilà. Et comme disait Onfray dans la tribune où vous étiez associés, il y avait Onfray, il y avait vous, il y avait Houellebecq. Il y avait une phrase super pour dire, c'est une phrase très, très stoïcienne, le bateau coule, je ne sais pas quoi, rester debout. Rester debout et élégant. Absolument, on essaye. Alors, pour être élégant, on va donner la parole au public. Monsieur maintenant, Lumaire, c'est peut-être l'heure. c'est Monsieur Lumaire qui doit venir poser la première question. Je ne le vois pas. Le maire était caché au milieu du public. Il y en a plusieurs. Merci. Bonjour. Bonsoir, cher monsieur. Vous voyez que j'ai l'ouvrage en main. Alors, c'est pas le fait de l'avoir lu en main, faut-il l'avoir lu. Alors, je voulais vous dire que sur mon revers, j'ai un petit badge qui s'appelle « Les mères en colère ». Et j'aurais tendance à dire qu'en vous écoutant, nous avons à peu près le même diagnostic. Je suis médecin, et j'aurais tendance à dire que la démarche, lorsque quelqu'un se plaint, est d'abord de comprendre ce que vous avez fait, le diagnostic. Et en fait, le patient, il s'en moque complètement du diagnostic. Ce qu'il a envie, c'est d'être soulagé, d'être guéri. Et que peut-être en vous écoutant, je me dis, mais il a bon sur plein de choses, et en fait, les gens sont déçus parce qu'ils ne proposent pas quelque chose. Je pense, et vous l'avez dit, je n'ai pas à proposer, mais j'aurais tendance à dire qu'il faudrait peut-être que vous passiez une étape. C'est-à-dire de dire, si on continue comme ça, voilà ce qui va nous arriver. Et ça, on ne l'a pas entendu, parce que quand vous dites que c'est une destruction, c'est une mutation. Et puisqu'on prend des exemples au niveau médical, c'est l'exemple d'une mutation cellulaire qui s'appelle le cancer. Un cancer, c'est une cellule qui tout d'un coup mute et devient une autre cellule. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une minorité dans ce monde qui a décidé de pouvoir changer les règles dont une bonne partie, vous les avez énoncées. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, dans des chaînes que vous avez nommées tout à l'heure, moi j'aime bien cette causticité, cette pertinence, cette intelligence. Et quand je dis ça, je suis certain dans la salle qu'il y a des personnes qui vont dire « Quoi ? Tu as aimé Zemmour ?» Parce que hier, au conseil municipal où j'ai voté le budget, à 1h du matin, j'ai eu droit à un de mes opposants qui m'a dit « Il y a une décision, vous avez prêté la salle à Zemmour. Non, vous avez mis une salle à disposition à Zemmour. Est-ce que c'est gratuit ?» J'ai dit « Oui, c'est gratuit, parce que l'expression de la démocratie doit être gratuite. » Oui, mais c'est scandaleux, je ne raconte pas que c'est pas. Je pense que vous contribuez à pouvoir mettre en évidence qu'une minorité prend le pouvoir en bloquant les capacités de pouvoir
permettre la contradiction. La contradiction ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des mutations à faire. Et nous sommes vraiment à ce virage. Et on peut aller beaucoup plus loin, puisque la génomie est pour moi le vrai danger des années qui viennent, l'intelligence artificielle ou autre. On est sur un vrai problème sociétal mondial. Et vous dénoncez aujourd'hui en France le problème, mais il est aussi déclinable sur un grand nombre d'autres sujets. Alors je ne veux pas être trop long, mais je voulais vous faire part quand même que nous, les élus locaux, sommes au contact permanent de l'attente des personnes, mais nous sommes confrontés aussi à toutes ces mutations obligées, et pas plus tard qu'hier, on nous a empêchés de parler, parce que nous dérangeons, parce que nous avons mis le doigt justement sur cette volonté de supprimer toutes les règles logiques de la nature, et l'on découvrira dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, qu'à contrarier la nature, eh bien, on aura les conséquences qu'il nous faut peut-être aussi annoncer. Voilà, donc je voulais juste vous remercier de nous apporter tout cela, et par écrit, et aujourd'hui de façon orale, et je crois qu'il faut qu'on soit nombreux à apporter une contradiction à cette mutation, qui n'est pas uniquement une destruction, même si c'en est la conséquence. Mais voilà. Vous savez, alors là je vous reprends au vol, si j'ose dire, c'est que à la fin du livre, je décris exactement, le plus précisément possible, ce que vous appelez votre mutation. C'est-à-dire que si on ne fait rien, vous disiez, il faut dire si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer, je le dis dans la conclusion. C'est-à-dire que, en fait, notre monde va aller au bout de sa logique. C'est-à-dire que la logique de notre monde, elle est vers toujours plus d'individualisme, au nom de l'individualisme, au nom de la prétendue liberté, toujours plus d'autonomie et toujours plus de destruction de tous les liens de la société, de la nation, de la famille, etc. Mais cette évolution a une logique inéluctable, qui est d'une part l'anomie, c'est-à-dire l'anarchie généralisée, et en même temps le retour de nouvelles normes, le retour de nouveaux ordres, le retour de nouvelles structures beaucoup plus contraignantes et beaucoup plus liberticides que celles que nous avons détruites. Et si vous voulez, vous verrez, si vous ne l'avez encore lu à la fin du livre, que je vois bien ce qui est en train de se passer. C'est assez simple, même si j'ose dire, même si c'est terrible. Sur le plan, si vous voulez, économique, je montre bien comment nous sommes en train de devenir une espèce de Mezzogiorno de l'Allemagne rhénane. Ça, c'est sur le plan économique. Je ne m'étalerai pas, parce que peut-être qu'il y aura d'autres questions là-dessus. Sur le plan de l'organisation intérieure de la France, sur le plan démographique, ce que je commençais d'expliquer tout à l'heure, je pense que le séparatisme que nous vivons va conduire à son terme. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près deux peuples sur un même territoire, qui va se partager vaille que vaille ce territoire, deux peuples qui n'ont pas les mêmes dieux, qui n'ont pas la même civilisation, qui n'ont pas les mêmes références, qui n'ont pas les mêmes modes de vie, et qui, selon moi, finiront par s'affronter. Enfin, nous avons, si vous voulez, une société individualiste qui essaye même maintenant de prétendre que l'individu doit s'inventer, se réinventer jusqu'à son corps, etc., et qui va subir, selon moi, des structures, ce que je vous disais, terriblement contraignantes. La première, on le voit, sur la prétendue liberté d'expression, on a compris que c'était fini. On a compris qu'avec la loi sur ces prétendus renseignements, c'est la dernière pierre sur une liberté d'expression qui était déjà bien écornée avec toutes les lois Pleven, etc., toutes les lois Guesso et compagnie, la judiciarisation par des associations des moindres propos. Là, c'est la fin. Deuxième ordre, qui va être de plus en plus contraignant, c'est, si vous voulez, l'ordre de la santé.
Hein, vous savez, on va vous dire de plus en plus, ne faites pas ci, ne faites pas ça, mangez ça, faites comme ci, faites comme ça. Ça, c'est l'ordre sanitaire. Et puis, on va avoir un ordre qui sera le plus archaïque, mais en même temps qui, je pense, suscitera le plus de passion et le plus d'enthousiasme, ça va être l'ordre islamique. C'est-à-dire qu'on voit bien comment on a une contre-société dans certaines contrées qui commence à organiser en lien avec souvent des délinquants. Vous savez, le lien entre l'imam et les délinquants qui est maintenant dénoncé par M. Gérin, un ex-maire communiste, et qui se met en place dans de nombreux quartiers, dans de nombreuses régions de France. Donc tous ces ordres-là, si vous voulez, vont commencer à verrouiller les libertés individuelles. Ça a déjà commencé, et on voit bien que cette société est en train d'accoucher. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que si on n'arrête pas cette machine infernale, elle est lancée. Elle est lancée. Elle est lancée, c'est une évidence, je suis d'accord avec vous. Alors, pour passer la parole à ça, juste une question. Comment vous voyez votre avenir et quelle serait la chanson que vous nous proposeriez ce soir pour sortir optimiste? Votre avenir? Pas facile, hein. Ah bah, je viens de le décrire, là. Notre avenir, il est sinistre. Non, le vôtre, pas le nôtre. Vous l'associez au nôtre? Ah oui, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah, pour l'instant, on est condamné, donc je pense qu'on a besoin de se mobiliser. Moi, vous savez, je suis comme disait mon voisin, je coulerai debout, là. Je ne fuirai pas. Oui, Jacques Viala. Monsieur Zemmour, d'abord je voudrais faire une remarque. Je fais partie des enthousiastes. Vous avez parlé des enthousiastes. J'ai lu avec un très très grand intérêt votre livre. J'ai appris énormément de choses, notamment en matière d'Europe, en fait, l'évolution de l'Europe et surtout l'éducation nationale. Mais je crois qu'il faut d'abord saluer votre courage, parce qu'en fait vous êtes le seul à avoir écrit une somme pareille, 530 pages d'un essai politique dans lequel beaucoup de gens se retrouvent. Donc je crois que ce courage, il faut le saluer. Et il faut saluer surtout... Mais il faut saluer surtout la façon dont vous avez résisté à la suite. C'est-à-dire que vous avez été l'objet d'une sorte de fatwa. Hein, tout le monde médiatique s'est ligué contre vous. Les gens se prenaient... comme Christophe Barbier dans l'Express pour Zola, puisqu'il a écrit un contre Zemmour, etc. Même Gisbert dans Le Point, etc. Donc là, je crois que là aussi, il faut saluer votre courage. Mais ma question concerne en fait le titre de votre livre, Le suicide français. En fait, pour moi, votre livre, c'est l'histoire de la décadence de la France depuis le départ du général de Gaulle, en gros. En gros, oui. Décadence, donc c'est l'histoire d'une décadence due à des décisions politiques absurdes, hein, ou des décisions du Conseil constitutionnel que vous citez, qui ont été fondamentales dans la destruction, dans la décadence. Décision d'éducation nationale, de la droite d'ailleurs, la loi Abi sur le collège unique, c'est une bêtise, qui a entraîné la suite. Bon. Donc pour moi, c'est l'histoire d'une décadence, mais ça n'est pas un suicide. Le suicide, c'est la volonté de se tuer. Philippe Briot a parlé plutôt du cancer. Donc pour moi, il n'y a pas eu volonté de se tuer, de se détruire. Il y a eu des décisions absurdes au nom d'idéologie, la déconstruction, etc. Mais il n'y a pas eu la volonté de tuer la France. C'est amusant parce qu'on pose aussi souvent cette question. Et je vais essayer de vous répondre le plus clairement possible. Si vous voulez, à partir du moment où la société, le peuple, est complice par passivité du meurtre, ça s'appelle un suicide. Il ne faut pas nous exclure, si vous voulez, c'est trop facile de nous exclure. Nous avons tous une responsabilité parce que nous nous sommes laissés séduire par ce discours de la déconstruction. Nous nous sommes laissés endoctriner et en tout cas, nous n'avons pas résisté. Et nous n'avons pas suffisamment opposé notre volonté à celle d'une petite minorité en vérité, mais très agissante et très intelligente et très active et surtout très déterminée. Et je pense que, après tout, c'est l'histoire de tous les peuples hein, qui se laissent comme ça
phagocyter et circonvenir par des minorités agissantes. Toute l'histoire est faite comme ça par les minorités. Et il ne faut pas nous en exclure. Moi, je pense que c'est de mauvaise pédagogie que de dire c'est pas nous, c'est d'autres. Non, c'est nous. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est nous, parce qu'il n'y a que nous qui pourrons éventuellement sortir de ce destin tragique qui nous guette. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas par masochisme, hein, ça m'amuse pas. Et puis c'est pas pour faire le malin en me disant moi j'ai découvert ça avant vous. Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse tous. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est pour ça que je suis aussi content qu'il ait un tel succès. C'est qu'au moins la prise de conscience est vraiment nationale. Et d'ailleurs c'est pour ça, ça ne vous a pas échappé, que la fatwa, comme vous dites, est venue des plus hautes autorités. C'est-à-dire que j'ai eu un Premier ministre qui a dit que mon livre ne méritait pas d'être lu. J'ai eu un ministre de l'Intérieur qui a appelé à manifester contre moi. Ça, c'est ce qui a le plus plu à ma femme, ça. Elle était contente d'imaginer des manifestants dans ses portes. Je dois dire que là, elle était contente d'être en République française, avec un ministre de l'Intérieur qui était chargé de faire respecter l'ordre. Enfin bon. Mais enfin, vous voyez, c'est pour ça que c'est des sociétés de rédacteurs qui demandent à leur direction de me renvoyer. Quand j'ai eu cette histoire-là, j'ai un ami qui m'a envoyé une très belle phrase de Solzhenitsyn qui disait le propre d'un régime totalitaire, c'est qu'on ne sait jamais si l'attaque va venir du haut ou du bas. Voilà, nous sommes dans un régime qui ressemble beaucoup à un régime totalitaire. Et donc c'est à nous, tous, de nous défaire de nos liens. Parce que, si vous voulez, nos liens ne sont forts que de notre passivité. Voilà. Alors après des questions d'hommes, une question de femmes. Allez-y. Bonjour. Alors moi j'ai 3 toutes petites filles. Et c'est moi. Je peux dire que je suis inquiète de les lancer dans ce monde. Mais je pense que vous avez raison, et moi j'ai décidé de ne pas rester passive. Donc je vais élever mes filles comme des lionnes, certes affectueuses, mais vraiment des lionnes, vraiment courageuses. Et j'ai déjà été agressée ou j'ai défendu des gens déjà 9 fois. Donc j'en suis à ma 9e bagarre. Et la dernière fois, il y avait mes 3 filles, dont mon nourrisson qui avait 2 mois. Et j'ai dû dire à ma grande fille de 3 ans et demi, tu vois, même les hommes ici, on est dans un magasin, ne bougent pas. C'est inadmissible. Si quelqu'un se fait attaquer, tant pis si je risque un coup de couteau, n'importe quoi, mais pour vous défendre, pour défendre les générations qui arrivent, moi j'y vais. Et ben j'ai eu très peur, j'ai mis ma fille dans les bras, qui a hurlé, et ben le gars il a dû partir, il a eu trop peur, il a eu peur d'une petite blonde de 1m60, parce qu'ils ont peur quand on réagit. Il y a trop de gens passifs et ils ont peur. Donc moi je demande une question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens d'une nation se réveillent, que les hommes soient des hommes, que les femmes élèvent leurs enfants, leurs filles comme les filles, les garçons comme les garçons, et qu'on ait le courage de bouger. Si chacun bougeait à chaque agression, ça serait comme ensuite, ils n'oseraient plus lever la patte. Moi, je leur donne un coup sur la tête. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à la lionne? Ah, moi, devant une lionne, je me fais tout petit. Hein. En plus, je ne vous vois pas parce que je suis myope comme une taupe et non pas comme une lionne. Mais vous l'avez entendu, c'est déjà bien. Donc je vous ai entendu, c'est déjà... Non, vous êtes formidable. Je ne sais pas quoi vous dire, vous avez déjà tout compris. Donc moi, j'ai rien à vous apprendre de plus. J'ai effectivement, plaisanterie mise à part, la passivité générale est une catastrophe. Et effectivement, si vous voulez, on est passé d'une société civilisée à une société lâche. C'est ça notre vrai problème. Et bon, j'explique tout ça dans le livre. J'ai pas vraiment de choses à répondre. Alors, question suivante. Je crois que votre livre a fait prendre conscience. J'entends rien. Tout va bien. Donc, votre livre a eu la beauté de faire prendre conscience à beaucoup de gens de ce qui se passait, mais bravo. Est-ce que vous sentez autour de vous un assemblage, un embryon de gens qui sont en train d'essayer de faire cette contre-attaque sur ce qui se passe dans notre pays? Je Et qui crois... pourrait être aidé. Si vous voulez, je pense qu'effectivement,
la lucidité a progressé. Et pas seulement à cause de mon livre, hein, loin de là, c'est tout simplement la réalité qui donne les clés aux gens. Et les gens sentaient confusément ce qui se passait. Moi, ceux qui me lisent me disent, ben voilà, vous avez un peu théorisé ce qu'on pensait confusément, mais c'est surtout la réalité qui est la meilleure pédagogue. Et la réalité, de plus en plus, elle saute au visage de tout le monde. Donc de plus en plus, les discours lénifiants sont de moins en moins audibles. Je pense que c'est tout bêtement ça. Si vous voulez, on a, ce que je disais tout à l'heure, on a depuis 40 ans dissimulé la réalité sous les oripeaux du langage. Le langage était censé remplacer le réel. Et bien aujourd'hui, le réel se venge et il va se venger de plus en plus cruellement. Question suivante, le père Amar. Bonsoir, monsieur Zemmour. Je suis prêtre. Et en vous écoutant, alors j'ai lu Zemmour, mais j'ai aussi lu Pascal. Ah, vous n'avez rien fait. Et rien que l'addition des deux noms comme ça, moi je m'en vais là, c'est terminé. Vous avez fait ma soirée. Et en vous écoutant, je suis un peu d'accord et je suis encore un peu insatisfait. Il me manque dans ce que vous dites une dimension verticale, une dimension spirituelle. Et quand je vous disais, je citais Pascal tout à l'heure, je crois que depuis le jeudi saint au soir, le Christ est à l'agonie, jusqu'à la fin du monde. Et vous, monsieur Zemmour, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'il en est de cet enjeu spirituel? Pardon de réagir professionnellement. Non, mais vous avez bien fait. Qu'en pensez-vous? Vous avez bien fait. Alors, je vais vous faire une réponse ambivalente. C'est-à-dire que vous avez bien compris, si vous m'avez lu, que évidemment, je me refuse à cette discussion dans le livre. Pour des raisons que vous devinez, c'est-à-dire que je ne voulais surtout pas rentrer dans ce genre de discussion, puisque je voulais décrire l'état d'une situation et la décrire par sa culture populaire. Vous avez bien compris, évidemment, que je n'allais pas rentrer là-dedans. Maintenant, vous n'avez pas tort. Il y a une authentique question spirituelle qui se pose. Elle se pose d'ailleurs doublement. C'est-à-dire que la déchristianisation de la France a été une œuvre entreprise continûment et qui est passée, si vous voulez, selon moi, de la nécessaire hostilité au cléricalisme. Maintenant, on est passé à l'hostilité absolument délétère au christianisme, ce qui n'est pas la même chose. Vous avez évidemment bien compris ça. Et surtout, on est passé maintenant à une troisième étape qui est la négation de la culture chrétienne de la France. Évidemment, on finit le boulot de la déconstruction. C'est une évidence que, à partir sur les ruines de cette christianisation de la France, de cette déchristianisation, s'est répandue, pire encore, une espèce de parodie de catholicisme, qui est la fameuse formule, vous savez bien, de Chesterton, le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles. C'est-à-dire que nous avons remplacé une authentique religion et spiritualité de haut vol, si j'ose dire, par un millénarisme post-chrétien, droit de l'homiste, qui est absolument en plus de bas niveau, et qui est destructeur et nihiliste. Si vous voulez, non seulement on a tué le malade, mais on lui a inoculé un remède qui l'achève une seconde fois. Et donc, sur ces ruines-là, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Naît à la fois ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'anarchie, l'anomie, l'hubris d'un individu complètement livré à lui-même et qui veut réinventer tout, qui veut, c'est le caprice permanent. Je veux me marier, j'ai le droit, ne pas me marier, j'ai le droit, un enfant, j'ai le droit, et tout est un objet de consommation. Et deuxièmement, on voit bien que sur les ruines de cette chrétienté française repousse une nouvelle spiritualité étrangère qui est la spiritualité de l'islam. Et qui ce n'est pas un hasard, s'il y a autant de gens qui se convertissent à l'islam, il y a évidemment une quête de spiritualité, une quête de sens, une quête d'ordre, une quête de contrainte aussi. On ne veut jamais reconnaître ça.
mais l'homme n'est pas que libre, il a aussi besoin de contraintes, et comme disait Peggy, l'ordre et l'ordre seul fait la liberté, le désordre fait la servitude. Donc il y a un besoin d'ordre, et qui n'est plus donné par le catholicisme, qui est donné évidemment par l'islam. Et voilà, Chateaubriand l'avait dit d'ailleurs, détruisez le christianisme et vous aurez l'islam. On voit bien cette époque qui est partagée entre, donc je dis, une anarchie et un nouvel ordre. Et je pense que, d'ailleurs, l'Église et la hiérarchie catholique a sa part de responsabilité dans cette désintégration générale. Il me semble, mais peut-être que vous me l'accorderez, que l'Église n'a pas résisté beaucoup à ce nouvel ordre mondial, en tout cas depuis les 40 dernières années. Il y aurait peut-être aussi, du côté de l'Église, de restaurer certains thèmes, certaines valeurs, certaines exigences, parce que je pense que contrairement à l'époque qui vient de s'achever et que j'ai décrite, il y a un besoin de remise en ordre, et que les gens iront à celui qui assumera le plus fort et le plus nettement cet ordre. Bien, le Père Amar, maintenant, a un travail pour ce soir. Exactement. Alors, question suivante. Monsieur Zemmour, bonsoir. La question que j'ai à vous poser est la suivante. Vous pointez les communautarismes, donc, et la submersion migratoire comme étant l'une des causes de la destruction de la France. Face à ces communautarismes, est-ce que vous ne pensez pas que la solution, ça serait par exemple la constitution d'un contre-communautarisme européen et chrétien pour faire face aux périls que vous décrivez? Alors ça, c'est une question compliquée. Vous savez, je pense que il se fait de lui-même ce contre-communautarisme que vous appelez. C'est-à-dire, c'est le séparatisme que j'ai décrit tout à l'heure. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose de plus grand à faire. C'est-à-dire de ne pas le concevoir contre un contre-communautarisme, mais de le concevoir comme la France elle-même. Si vous voulez, pour moi, la France a évidemment, fondamentalement, vous savez, c'est la phrase de De Gaulle, la France est un pays avec des racines chrétiennes, une culture gréco-romaine et un pays de race blanche. Pour moi, c'est une évidence. Et ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là doivent y rentrer spirituellement et culturellement. C'est pour ça que, selon moi, il y a moyen de faire plus haut, mais c'est plus difficile, vous avez raison. Et ça ne va pas être évident. Mais je vous dis, ce contre-communautarisme, il n'est pas assumé, mais il est fait par notre société qui devient de plus en plus séparée. Monsieur Zemmour, vous acceptez encore combien de questions pour qu'on puisse organiser la soirée? Une ou deux encore? Allez, allez-y. Donc, ça peut être un peu plus. Merci. Bonsoir, Monsieur Zemmour. Bonsoir. Juste une petite chose, c'est que je pense qu'effectivement l'Église catholique a un rôle négatif et dans sa responsabilité. Je vous entends mal, monsieur, excusez-moi. Je pense que l'Église a eu un rôle négatif et qui allait dans le sens du suicide français. Donc j'apprends ce que vous disiez, mais ce n'est pas ma question. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous motive, vous, Monsieur Zemmour, à passer comme ça une soirée avec nous? Je vous en suis extrêmement reconnaissant, ainsi qu'à Monsieur le maire. Qu'est-ce qui vous motive de passer 2 heures ce soir, ainsi que 2 heures je ne sais où, 2 heures encore je ne sais où, alors que vous n'avez rien à gagner? Finalement, c'est pas la vente de quelques dizaines de bouquins supplémentaires. Ça, vous avez raison. Là, c'est fini. Qui va vous motiver. Donc, quelle est cette motivation qui fait que vous êtes là ce soir? Et la deuxième, toute très courte, c'est est-ce que vous pensez que les Français, la France a la capacité à renverser le désordre établi ou pas? Je vais vous dire, la motivation, c'est très simple. C'est, sans être emphatique ni tomber dans le pathos, c'est l'amour de la France, tout bêtement. Comment vous dire? En gros, je suis complètement schizophrène. C'est-à-dire que ma raison pense que c'est foutu, et je me dis au fond de moi-même, non, ça ne peut pas être foutu, vous comprenez? Donc je suis en combat entre moi-même. Il n'y a pas de traitement, monsieur Zemmour. Bon, il y a un traitement, bon, bah alors ça va.
Donc je me dis toujours que c'est encore possible de sauver notre art de vivre, notre mode de vie, notre civilisation, et que ce n'est pas perdu. Même si je pense que c'est perdu. Vous comprenez, c'est un peu contradictoire, mais c'est ça. Maintenant, donc c'est ça qui me motive. Je me dis, il faut se lever et essayer de sauver notre art de vivre, notre civilisation. Et voilà. Donc c'est ce qui me motive. Après tout, qu'est-ce que c'est que 2 heures si on y arrive à ça? Maintenant, est-ce que c'est possible? C'est votre deuxième question. Je vous dis, spontanément, je vous dis non, c'est trop tard, c'est fini. Et puis, au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit, mais quand même, la France s'est bien relevée après 1815, après 1870, après 1940, après les guerres de religion, à chaque fois on s'est relevé. Alors, voilà. Vous avez la foi? Non, pas du tout. Question suivante. Malheureusement, j'aimerais bien. Bonsoir, M. Zemmour, Antoine Camagiran. Pour rebondir sur ce que disait M. le maire tout à l'heure sur qu'est-ce qui va se passer demain selon vous, on a déjà un élément de réponse, puisque aujourd'hui on a les LGBT qui investissent les grands groupes du CAC 40. On voit par exemple des entreprises comme AXA qui vient de signer il y a 2 semaines la charte LGBT, l'imposant à tous ses salariés, et ce qui est très surprenant, puisqu'elle a des dirigeants qui elles-mêmes étaient dans la rue au moment du mariage gay. Donc c'est quand même affligeant, et je pense que ça peut être une bonne chronique pour RTL, puisqu'il y a plusieurs entreprises comme ça qui commencent à être investies. Voilà, et moi je voulais vous poser la question sur... Ouais, je voulais vous poser la question sur iTélé. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, et est-ce qu'il y a une suite, est-ce que vous allez y revenir? iTélé, c'est très simple. Je ne vais pas vous raconter tout. Ils ont trouvé prétexte de cette interview dans le Corriere della Sera et du scandale fait autour de mots que je n'avais pas prononcés, comme ça ne vous a pas échappé, pour mettre un terme à l'émission et me renvoyer. Maintenant, ce qui prouve d'ailleurs que toute la théorie économique qui repose sur l'homo economicus rationnel est complètement erronée, puisque mon émission était la seule, je dis bien la seule, de toute la chaîne télé à rivaliser avec leur grande rivale BFM, qui partout ailleurs les écrasait et faisait à peu près le double d'audience de toutes les émissions de télé. Et la directrice n'a quand même pas hésité à me renvoyer, alors que je crois que j'étais son émission phare. Donc vous voyez, les passions idéologiques sont beaucoup plus puissantes en vérité que la rationalité économique. Maintenant, si vous voulez, c'est évident que c'est un renvoi sans cause, c'est un prétexte, il n'y avait absolument rien, et c'est un délit d'opinion qu'on a condamné, c'est du macartisme si vous voulez. Donc on essaye de pratiquer l'interdit professionnel à mon endroit. J'ai déjà été chassé de On n'est pas couché, puis je suis chassé d'ITélé, et voilà, petit à petit, on essaye de m'ôter tous mes moyens d'expression. Évidemment, tout ça au nom de la liberté d'expression et du progrès, de la morale, de l'humanité et de l'amour de tous, et en particulier de moi. La salle ce soir vous montre que vous êtes toujours écouté. Question suivante. Bonsoir Monsieur Zemmour. Une question justement sur l'homme des médias. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez, avec d'autres journalistes, parce que quand même il en existe bien quelques-uns qui ont fait votre diagnostic, arriver à créer un anti-Canal+, à créer une télé, parce que les livres c'est bien, mais qui les lit, les livres? Une minorité. Vos conférences sont intéressantes, votre courage, tout le monde l'a souligné, mais le pouvoir médiatique, c'est quand même celui qui aujourd'hui influence les foules. Donc quand pouvons-nous un jour espérer avoir des télés vraiment libres, faites par des journalistes qui ont la capacité d'avoir autant de pignon sur rue que les grandes télés actuelles? Vous savez, c'est très compliqué pour des tas de raisons, ça nous mènerait trop loin cette discussion. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il y ait des gens qui soient prêts d'abord à financer une télé, surtout il faut qu'il y ait des journalistes, qu'il y ait beaucoup de journalistes. La plupart des journalistes ont été formatés
par l'idéologie dominante. Donc vous n'arriverez pas aussi facilement que ça à organiser une télé un peu contre l'idéologie dominante. C'est pas simple, pour des tas de raisons. Bonsoir. Bonsoir, Comment madame. vous expliquez que la quasi-totalité, sinon toutes les élites, en particulier de la haute fonction publique, n'ait pas perçu ce que vous percevez, n'ait pas perçu le sens de ce que tout ça avait, et déteste finalement, quelque part, notre pays. Oui. Moi, je me souviens, quand j'étais à Sciences Po au début des années 80, en fait, il y avait... On s'est raté de peu. Non, c'est pas tout à fait raté. On était face à des enfants de la haute bourgeoisie, de la très haute bourgeoisie qui était trotskiste, qui était internationaliste et qui détestait notre pays. Et on avait en face des étudiants plutôt à droite et qui étaient européens. Et finalement, on était déjà très peu. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y en ait plus du tout, quoi. Mais je vais vous dire, j'ai mon précédent livre qui s'appelait Mélancolie française, j'ai expliqué longuement comment, depuis selon moi 1815, c'est-à-dire depuis que la France ne peut plus être la puissance dominante en Europe, n'a plus les moyens, les élites françaises se cherchent un maître étranger. Et ce maître étranger s'est appelé d'abord l'Angleterre, puis il s'est appelé l'Allemagne, puis il s'est appelé l'Amérique, puis il s'est appelé l'URSS, et aujourd'hui il s'appelle l'Europe et l'Amérique. Et le monde. C'est ce que j'expliquais pour Louis Schweitzer tout à l'heure. Tout ça, c'est la même chose. Nos élites françaises pensent que la France a fait son temps et qu'il faut la sacrifier à un ensemble supérieur, plus grand, et de toute façon, la France ne mérite pas de vivre. Et que le peuple français est un ramassis de médiocres, racistes, misogynes et homophobes. Et que donc il faut les passer par les poubelles de l'histoire. Et qu'on sera beaucoup plus grand dans un ensemble européen, voire un ensemble occidental, voire encore plus grand, un ensemble mondial, et puis après on fera une alliance avec les Martiens, et puis ça sera formidable. Voilà, c'est le sens de cet universalisme que je brocardais pour la question précédente sur l'Église et la spiritualité. Ce sont les idées chrétiennes devenues folles. C'est cet universalisme complètement fou, ce post-millénarisme droit de l'homiste, qui estime que la défense de la nation est au mieux une preuve de ploucardise absolument infinie, et au pire une insanité et une mauvaise action contre l'humanité. Voilà, c'est ça l'idéologie dominante, qui évidemment domine, c'est le cas de le dire, puisqu'elle est dominante, nos élites technocratiques, politiques, administratives, culturelles, financières, économiques. On l'a vu avec la question de monsieur sur AXA et LGBT. Tout ça est la même chose. Il y a et c'est normal, hein, le propre de l'idéologie dominante, c'est justement d'être majoritaire dans les élites et qu'il l'impose au peuple. Tout ça est logique. Et cette haine de soi que je diagnostique et que vous diagnostiquez avec moi, elle remonte, je vous dis, j'ai écrit tout un livre là-dessus. On croit qu'elle remonte à 40, moi je pense qu'elle remonte à 1815 et même au XVIIIe siècle, à la défaite de la France en 1763, à la guerre de 7 ans. Vous voyez, on peut remonter à loin. Mais en tout cas, c'est une discussion historique qui, moi, me passionne, mais qui, en l'occurrence, ne résout rien. Puisqu'effectivement, vous savez, je finirai là-dessus, vous vous souvenez l'extraordinaire rapport administratif du Conseil d'État et des autres autorités administratives quand Jean-Marc Ayrault était Premier ministre sur l'intégration, ou plutôt la désintégration, parce que c'est toujours la même chose, et qu'il fallait faire en commun, et qu'il fallait, vous vous souvenez, c'était un jargon absolument imbitable et incompréhensible, et une série de mesures complètement inouïes de destruction, vraiment, de la culture française, de la France, et de l'art de vivre, et de la civilisation française. Et c'était écrit par les plus grandes autorités administratives françaises. Voilà. C'est comme ça. Il faut s'y habituer, mais je vous dis, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire
qui a maintenant qui a 2 siècles, hein, et qui recommence sans fin. Allez, une toute petite dernière, M. Zemmour. C'est la dernière avant d'aller sur les livres. Aux prochaines législatives, vous vous présentez sur quelle circonscription? Très bonne question.